coup de projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui accompagnent la marche du continent. Aujourd'hui, nous nous tournons vers la création et tout de suite, voici le sommaire de votre magazine. Cette femme de théâtre, directrice de la compagnie burkinabé Mar Bayassa, a réussi à transcender les frontières culturelles en puisant à la fois dans le répertoire européen classique et dans la tradition africaine. Monique Sawadogo est notre invitée du jour. On bouge beaucoup sur scène, on a de la danse dans le corps, de la musique dans le corps et vraiment notre culture nous permet d'aller partout sur scène sans beaucoup de décors. Autodidacte, tradition, créativité et prouesse technologique, c'est le cocktail gagnant pour l'industrie émergente du cinéma d'animation africain. Je rêve également aussi que dans nos chaînes de télévision, nous consommons essentiellement camerounais et dessins animés que nous produisons au Cameroun et un peu partout en Afrique aussi. Une chorale pour faire connaître les chants de la tradition africaine et pas seulement. La chorale gabonaise, le chant sur la Loé, surfe depuis 30 ans sur un répertoire polyvalent. En fait, la Loé est polyvalente en fait. Mais nous n'oublions pas que notre ambition première, c'est d'exécuter et de pouvoir proposer un répertoire purement gabonais. C'est une histoire d'amour qui remonte aux années 1950. Cela fait de nombreuses années que les Africains s'intéressent au cinéma d'animation. Mais il a fallu attendre les années 2000 pour que des cinéastes du continent comme le Nigérian Adamu Waziri améliorent la qualité des productions avec le premier long métrage d'animation africain, Bino and Fino. Depuis, la passion s'est réveillée chez les jeunes générations avec de nombreux créateurs autodidactes et l'émergence de studios indépendants dans tout le continent de l'Afrique du Sud, au Kenya et au Nigeria en passant par le Cameroun. Un reportage de notre correspondant à Douala, Maxime Farelbounia. Une salle de cinéma pleine à craquer. Ils sont devenus aussi nombreux découvrir une nouvelle création cinématographique, Lumbu Matanda. C'est un court-métrage, un film d'animation de 13 minutes typiquement camerounais, qui met en exergue une discipline sportive traditionnelle pratiquée pour résoudre un conflit centenaire entre deux grandes contrées villageoises qui cohabitent dans la cité Mbouamatanda. À la sortie de l'Institut français du Cameroun, c'est l'étonnement couplé d'un sentiment de satisfaction. Je suis d'abord satisfait parce que je suis quelqu'un de très attaché à la culture. C'est d'abord une innovation de voir qu'on a des films d'animation qui sont assez représentatifs de nos valeurs culturelles. Et c'est important quand on sait qu'on est dans un monde où, dans un contexte de mondialisation où il y a le choc de culture, c'est important de garder son identité. Je trouve que l'industrie de l'animation au Cameroun a encore, c'est vrai, c'est en plein essor, mais d'ici quelques années, nous pouvons vraiment faire de très belles choses. Ce court-métrage vient donner un coup d'accélérateur comme une nouvelle peinture à l'industrie cinématographique africaine, obligée de s'arrimer aux nouvelles exigences de l'art moderne. Derrière ce chef-d'œuvre, une jeune équipe portée par Jules Kala et Yango. Je suis réalisateur depuis plusieurs années. Déjà, c'est un vieux rêve d'enfance, devenir réalisateur. J'ai commencé par la télévision en tant que journaliste. Et même à la radio, réalisateur à la radio. Mais pour les questions de cinéma, je suis réalisateur depuis 2019, après ma sortie de l'école de formation en dessin animé à l'IFCPA, l'Institut de formation et de conservation du patrimoine audiovisuel de la CATV. C'est dans ce centre de formation justement qu'est née l'idée de produire ce film d'animation sous l'impulsion de son encadreur professionnel. Alors, nous avons notre enseignant, monsieur, je vais dire son nom, monsieur Evinucha, qui nous a proposé un exercice, fait une bande dessinée qui s'inspire des histoires de notre village, en fait. Et moi, fan de films de baston, je me suis dit, quelle est l'histoire de baston que je peux raconter, venant de mes origines propres. Et un jour, j'ai découvert que nous avons un sport traditionnel qu'on appelait le bossois. J'ai décidé de faire une histoire qui va parler du bossois.
Le Besoua est donc cette lutte traditionnelle pratiquée par la communauté Sawa, mise en exergue dans le court-métrage. Alors, pour concrétiser son rêve, Jules se fait entourer de jeunes collaborateurs qui œuvrent au quotidien pour la production de ce film d'animation avec des sources d'inspiration et du matériel adéquat. Mon rôle dans la création du film d'animation, c'est directeur d'animation en fait. Et bref, je suis celui qui encadre et fait en sorte que l'idée voulue soit concrète à la fin. Comme logiciel, on utilise Photoshop, Krita, on utilise Sketchbook, on utilise aussi Blender comme logiciel jusqu'à présent. Bon. Mon rôle est illustrateur et je conçois des backgrounds et des concept art. Oui. Et c'est une nouvelle expérience pour moi d'entrer dans ce milieu professionnel. Faire les études dans le domaine d'animation ne signifie pas qu'on est bon. Il y a des gens qui font des études et ils sont moins bons que ceux qui sont autodidactes à la base. Donc, tous ceux qui ont un don dans le domaine du dessin, moi, je les invite vraiment à côtoyer ceux qui sont dans le domaine d'animation et à faire leurs preuves. Cependant, comme tout secteur d'activité, les difficultés ne manquent pas. De faire déjà des films de très bonne qualité et qu'à partir de ces films de très bonne qualité, ceux qui rêvent de faire le film d'animation en vivent parce que c'est vraiment très difficile de vivre. Donc, de façon générale, je rêve également aussi que dans nos chaînes de télévision, nous consommons essentiellement camerounais les dessins animés que nous produisons au Cameroun et un peu partout en Afrique aussi. Le cinéma d'animation en Afrique connaît actuellement un essor remarquable avec des cinéastes talentueux qui créent des films innovants reflétant la culture, l'histoire et les traditions locales. Le Cameroun participe activement à cette évolution avec une industrie en pleine croissance qui suit de près les succès des animateurs leaders du Nigeria, du Ghana, du Kenya, d'Égypte, d'Afrique du Sud ou encore du Mozambique. En 2019, Netflix a acquis sa première animation africaine et les sociétés étrangères du secteur s'intéressent de plus en plus aux possibilités de recruter des animateurs africains. Notre invitée du jour est Monique Sawadogo, comédienne de théâtre et de cinéma. Elle est également la directrice générale de la compagnie Marbayassa à Ouagadougou. Fondée en 1992, cette compagnie est devenue une référence dans le paysage théâtral du Burkina Faso. Avec une réputation qui s'étend au-delà des frontières, elle propose des adaptations uniques de classiques européens tels que les œuvres de Molière, Voltaire et Sophocle, tout en intégrant des éléments de la culture africaine. Regardez. Bonjour Monique Sawadogo. Bonjour. Candide l'Africain, Antigone Imakou ou L'Avare et ses calebasses, ce sont les noms de vos derniers spectacles. Pourquoi adaptez-vous des pièces de Voltaire, de Sophocle ou de Molière ? Nous, on adapte Molière, beaucoup de pièces de Molière, parce que ça parle à tout le monde. Ce qui se passe, ça sensibilise les gens ici, en Europe, ça sensibilise les gens en Afrique. Donc, c'est universel. Et voilà pourquoi on travaille beaucoup sur le Molière, parce que le mariage forcé, il est universel. Les avares, ils sont partout. Les dictateurs, il y en a partout. Que ce soit dans les maisons ou dans la politique, il y en a partout. Donc, voilà. Il faut assurer souvent, rappelons aux gens qu'il y a des choses qui existent, qu'il faut faire quelque chose pour que ça change. Voilà. À chaque fois, vous avez transformé les titres avec des références africaines. Qu'est-ce que vos mises en scène ont de particulier pour ajouter une touche africaine à des pièces européennes ? Faut dire que nous, en Afrique, nous avons une culture orale, déjà. Donc, on a l'habitude de raconter les choses. Et nous, en Afrique, la différence, c'est qu'ici, c'est statique. Mais nous, on bouge beaucoup. Nous sommes un peuple, on bouge beaucoup sur scène. On a de la danse dans le corps, de la musique dans le corps. Et vraiment, notre culture nous permet d'aller partout sur scène sans beaucoup de décors. Donc, le décor, c'est nous. Et les textes, c'est nous. Le costume, c'est on va vraiment dans le mouvement du matériel sur scène. Et est-ce que vous transformez les textes ? Non, on adapte, on réadapte. Parce que les textes qui sont écrits il y a des centaines d'années et on les réadapte à notre actualité d'aujourd'hui pour que ça parle au public d'aujourd'hui. Voilà.
Là, vos spectacles sont joués en France, en Allemagne, dans les dom-toms, en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest. Comment arrivez-vous à toucher les publics autant dans un village burkinabé que dans une salle parisienne, par exemple? Voilà. Par rapport à nos spectacles, il faut dire qu'en Afrique, on a une culture, le français est enseigné à l'école. Donc, tout est dit en français. Mais maintenant, quand on arrive dans une localité où c'est un village profond, on peut réadapter le texte dans nos langues. Voilà. On fait 70% de langue morée, par exemple, et de 30% de français, pour que ça puisse atteindre tout le monde. Et par exemple, en Allemagne, on jouera en français, mais ça sera surtitré. Oh, voilà. Donc, la langue n'est pas un problème pour nous, pour que le public entende ce qu'on a à dire. La langue n'est pas un frein pour nous. Le message derrière les pièces semble être quelque chose de très important pour vous. Quel message vous essayez de faire passer, par exemple, avec L'Avare et ses calebasses, qui est votre dernière création? Déjà, pour dire que L'Avare réalisait à un moment où on venait de fixer le Covid. Avec le metteur en scène Guy Giroud, il nous a demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens rient, pour que les gens se sentent bien. Parce que c'était vraiment la catastrophe, tout le monde était perdu. Donc on a dit oui, il nous a proposé L'Avare. J'ai dit pourquoi pas. L'Avare, ça va sourire, ça va ramener les gens au théâtre. Parce que les gens étaient chez eux, ils ne sortaient plus, chacun avait peur de l'autre. Voilà. Donc, cette idée d'Avare est née de là. Donner de la gaieté. Ramener les gens à se côtoyer, à reprendre leur marque. Voilà. Qu'ils avaient perdu. Parce que la peur de l'autre, c'est ça. Ça, c'est un chaos. Hein. La peur de l'autre, c'est un chaos pour tout le monde. Donc, il fallait ramener les gens au théâtre et ramener le sourire sur le visage des gens. Voilà pourquoi on a créé L'Avare. Et lui, il fait L'Avare, il existe partout. En Europe, il y a des Avares. Ensuite, en Allemagne, il y a des Avares. Au Burkina, il y a des Avares. Partout, il y a des Avares. Et chacun connaît un qui, voilà, après, ça se série et ça guérit l'âme. Voilà. En plus de L'Avare et ses calebasses, vous jouez aussi en ce moment un autre spectacle qui s'appelle Contes sous le baobab. Pourquoi était-ce important pour vous de jouer et d'exporter ces contes? Comme nous sommes de la tradition orale, comme je le disais, le conte, chez nous, est très important dans toutes les familles. Parce que de moi, par exemple, de mon bas âge jusqu'à ce que j'ai grandi, on avait des contes à chaque clair de lune, devant de la cour, sur la place. Il y a une personne âgée qui est là, et les enfants arrivent, même des grandes personnes qui écoutent des contes. Et c'est par ça qu'on enseigne nos enfants. On frappait pas pour enseigner un enfant chez nous. C'était par ça. Tu fais le conte, il voit les obstacles, il voit le dénouement. Et on te dit, bon, on t'a dit ça parce qu'il ne faut pas faire cela. Et l'enfant, il n'oublie pas. Il enregistre très bien. Et si un jour il est devant cette chose, il va dire, mon grand-père ou ma grand-mère m'avait raconté ça. Et il m'a dit ça, il ne faut pas le faire. Et lui, il pourra enseigner les autres aussi, qui n'ont pas eu la chance d'écouter les contes. Donc, le conte est très important, que ce soit pour les enfants que pour les adultes. Et puis, on a plusieurs genres de contes. Il y a les contes pour la maternelle, le primaire, le secondaire, jusqu'à l'EHPAD, voilà. Et quelle réception vous avez alors dans les pays moins habitués aux contes? Très, très bonne. Très, très bonne parce que nous-mêmes, on donne des ateliers, on amène les enfants à pouvoir parler en public, à venir raconter des contes en public, on donne des ateliers. Et ça aide beaucoup d'enfants qui n'ont pas l'habitude et qui ont peur de se dévoiler. Et dans ça, on découvre qu'il y a des enfants qui sont très intelligents, mais qui avaient peur de se laisser aller. Et petit à petit, on les amène à s'ouvrir au monde, voilà, et aux autres. C'est très important. Au niveau des textes que vous adaptez, est-ce que vous aimeriez reprendre des textes d'auteurs burkinabés à l'avenir? Mais bien sûr. Puisqu'au Burkina, il y a tellement de groupes de théâtre, d'associations, de compagnies de théâtre. Donc, au Burkina, c'est un pays de culture. Je pense que chaque week-end, presque chaque week-end,
il y a du théâtre. Du mercredi au dimanche, il y a du théâtre. Dans plusieurs théâtres. Donc, chez nous, ouais, oui, on joue beaucoup d'auteurs burkinabés, africains, européens. Voilà. Oui. Et à Marbella, on verra. On va voir avec le metteur en scène s'il y a des possibilités. Oui, oui, pourquoi pas. On reviendra avec un auteur burkinabé. Envie de faire rayonner votre entreprise en Afrique et en Europe? Augmentez votre visibilité avec Fréquence Business grâce à notre réseau de chaînes de télévision nationales dans plus de 40 pays. Chaque semaine, plus d'une centaine de diffusions à travers l'Afrique, l'océan Indien et l'Europe. Ne manquez pas cette opportunité unique. Alors n'hésitez pas, contactez-nous dès maintenant. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Ils sont enseignants, médecins, retraités, mais aussi chômeurs ou étudiants. Cette soixantaine de bénévoles passionnés de musique forment depuis 30 ans un groupe à part au Gabon. C'est la chorale Le Chant sur la Loé, née à l'initiative de deux sœurs qui voulaient mettre à l'honneur la musique et les traditions musicales africaines. Notre journaliste Jean-Rovis Dabani les a rencontrées. Regardez. Les Gabonais racontent qu'un esprit vit dans les eaux profondes de la rivière Laloé, un esprit si puissant qui décide du destin des hommes et que les politiciens qui cherchent à y tendre leur influence lui présentent des offrandes. Dans le quartier de Damas, au cœur de Libreville, c'est pourtant un tout autre esprit que ces musiciens invoquent. Le chant sur l'Aloé, ce sont eux. C'est ici où ils s'y retrouvent régulièrement chaque mercredi et samedi pour créer de nouvelles chansons, répéter et se rôder. L'histoire de cet orchestre débute en 1990. À l'origine, deux sœurs, Sophie et Yveline, toutes deux filles du très célèbre Georges Damas Aleka, auteur de l'hymne national gabonais, elles décident alors de créer un orchestre pour fédérer toutes les personnes qui partagent la même passion qu'elles, portée par la reprise du titre Exultate Deo de l'italien Alejandro Scarlatti. Il restera à jamais l'hymne qui résonne aujourd'hui encore pour toute une génération. Sophie, la cofondatrice du groupe, se rappelle de cette époque. Au sein du groupe de l'Aloé, nous avons effectué des voyages et le premier concours auquel nous avons participé, c'était en Afrique du Sud. Évidemment, nous arrivions dans un environnement un peu inconnu. Comme j'appelle ça des petits poussins qui n'étaient pas conscients de l'enjeu, mais quand même conscients que nous sommes venus faire un travail. Et nous avons rencontré des groupes extraordinaires sur place et on a travaillé. On a travaillé. Nous avons gagné ce concours. Comme j'appelle ça comme un jeu d'enfant. Et il y en a qui en ont pleuré, il y en a qui étaient tous heureux. L'aventure commence modestement avec une fanfare, une guitare et quelques chanteurs. Aujourd'hui, le groupe atypique rassemble environ 60 musiciens et une vingtaine d'amateurs venus des quatre coins du pays. Ils sont marchands, décoratrices, peintres ou encore fonctionnaires. Nous sommes capables de tout faire. Nous avons chanté des chants sud-africains, nous avons chanté des chants en anglais, en allemand, en russe, en tout ce que vous voulez. Tout ce qui nous tombait sous la main, on le chantait. Pour nous prouver que nous n'avons pas de limite. Les chants africains, nous les chantions. Donc, en fait, la Loé est polyvalente, en fait. Mais nous n'oublions pas que notre ambition première, c'est d'exécuter et de pouvoir proposer un répertoire purement gabonais. Leurs premiers pas dans la musique n'ont pas été faciles. Ils ont dû se confronter à une société dominée par la musique classique. Mais à force de travail, le groupe musical a réussi à rallier les foules. Et aujourd'hui, l'orchestre est invité dans les galas officiels au Gabon et à l'étranger. Ayant rejoint l'orchestre dès ses débuts, Thierry veut croire en une nouvelle vie pour le groupe. Le secret du groupe vocal Le Chant sur l'Aloé, c'est l'amour.
c'est l'amour parce que tout part de l'amour. Tout ce que nous faisons, toutes les pièces que nous exécutons, les pas de danse, les tenues, tout ce qu'il y a autour du groupe, ce n'est que de l'amour. Parce qu'on fait tout par nous-mêmes. On prend du plaisir à le faire et on prend aussi du plaisir à donner ce plaisir-là, à transmettre cela au public. Le live, c'est leur spécialité. Sur scène, même à l'étranger, ils sont à l'aise. C'est un peu comme chez eux. Ils jouent comme ils en ont l'habitude. Ils sont à l'aise dans divers styles, soul, salsa, variété, ou les rythmes gabonais comme le très célèbre Bouti ou encore le Ndiobi, de rites initiatiques ancestraux vieux d'une centaine d'années. Leurs chansons, un mélange de compositions du groupe et des reprises parfaites des célèbres groupes de chansons, des variétés gabonaises en langue locale, en anglais ou encore en espagnol, toujours avec la même flamme, la même ferveur qui dure depuis 30 ans et qui n'a pas changé pour cette choriste. Disons déjà qu'à l'école primaire, j'étais dans le groupe, dans la chorale de l'école. Comme j'ai fait des établissements catholiques, donc j'étais déjà à la chorale. Et puis voilà, lorsque je suis venue, j'ai demandé les conditions, on m'a dit non, il faut aimer le chant, et puis c'est tout. Voilà. Ce qui m'a motivée à rentrer dans cette chorale, c'est d'abord l'amour du chant, la passion du chant, ce qui nous rassemble tous. Et de plus, c'était la diversité du répertoire de cette chorale. C'est dire que 30 ans après sa naissance, le chant sur l'Aloé est toujours en pleine ébullition créative. Une marque de fabrique pour cet orchestre philharmonique qui reste un symbole au Gabon comme à l'international, notamment en Chine, en France ou en Afrique du Sud. Le bébé né de la volonté de 2 sœurs n'a pas fini de grandir et de nous surprendre. Faire prospérer une compagnie de théâtre dans le Sahel, c'est la mission remarquable de Monique Sawadogo. Nous la retrouvons tout de suite pour évoquer ce défi. Regardez. On va maintenant continuer sur la situation artistique au Burkina Faso. La compagnie a été créée en 1992. De votre côté, vous êtes arrivé en 2002. Comment avez-vous vu le théâtre évoluer depuis vos débuts? Ah, ouais, ça a beaucoup évolué. Mais au début, c'était pas facile. Parce que je pense que c'est arrivé à un moment dans le théâtre au Burkina où il n'y avait pas beaucoup d'écoles. Mais maintenant, il y a des écoles de théâtre. Donc, ça veut dire que ça a évolué. Et moi, j'étais formée à Marmayassa, qui est un produit pur de la compagnie. Mais j'ai reçu plusieurs formations ailleurs, mais je suis toujours restée à Marmayassa. Donc, l'évolution, quand nous on a commencé, pour faire venir du public au théâtre, c'était pas facile. Fallait sortir, taper, faire la promotion, voilà, c'est beaucoup de bruit pour amener les gens au théâtre. Et avant ça, pour que les gens arrivent au théâtre, il fallait d'abord les sensibiliser à leur niveau. On partait dans les marchés jouer, dans les écoles, éduquer les gens, dire oui, le théâtre apporte aussi quelque chose à l'édifice. Donc, petit à petit, les gens ont commencé à venir maintenant au théâtre. Puisque quand on les a privés du théâtre dans leur lieu habituel, ils ont dit, ah, il n'y a plus de théâtre, si, il y a du théâtre, mais c'est dans ce théâtre. Donc, petit à petit, le public burkinabé est devenu accro de théâtre. Et donc, quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce qu'il y a beaucoup de lieux théâtre? Est-ce qu'il y a des écoles? Si, il y a beaucoup d'espaces où on peut jouer du théâtre, des trains de théâtre. Et il y a des écoles de théâtre, même à l'université, le théâtre est enseigné. Et voilà. L'actorat aussi, à l'UGIF, l'école supérieure de l'image et du son, dans laquelle nous, l'association des comédiennes et des acteurs de Burkina, qui sont partis du bureau, on est en train de voir la filière actorat pour les acteurs. Donc ça aussi, ça sera officiel d'ici là. Et quel rôle a l'État dans le développement du secteur? Est-ce qu'il y a des aides financières? Oui, il y a des aides, puisque dans chaque ministère, il y a une aide pour chaque truc. Maintenant, il faut savoir où aller chercher, où déposer son dossier, et voir si on peut avoir des financiers. Sinon, à chaque truc, tu peux aller, là, il faut aller déposer, soit dans les mines, soit dans le ministère de la culture, de l'urbanisation, tout. Vous déposez et vous voyez qu'il y a des... Ouais. À chaque ministère, il y a un financement pour la culture. Il y a le bureau burkinabé des droits d'auteur qui donne des subventions. Quand c'est une petite création, ils font un appel à projet, ils déposent. Et si tu es sélectionné sur un budget, c'est pas beaucoup, mais ça se permet de créer et de jouer
pour le public burkinabé. Ça, c'est déjà très bien parce que je pense que chaque 3 mois, chaque 6 mois, 3 mois, il y a des étapes comme ça et les gens, il y a des spectacles partout. C'est comme ça que vous arrivez à être financé avec la compagnie? Non. Nous, la compagnie, on a... Comme depuis 1995, on tourne, c'est à propre fond. Et on a travaillé de telle sorte avec le metteur en scène d'avoir une caisse qui nous permet de payer les billets d'avion, de faire les créations. Mais quand on fait des tournées, on rembourse toujours ce qu'on a enlevé dans la caisse. Donc, on a un fonds de roulement. C'est ce qui nous permet de mesurer et voilà. Au regard de la situation politique au Burkina Faso, est-ce que vous pouvez créer librement en tant qu'artiste ou est-ce qu'il y a certains sujets que vous évitez d'aborder? Non, au Burkina, on crée tout ce qu'on veut. Parce que déjà, vu la pièce Antigone, c'était très politique, mais on l'a joué. On l'a joué en son temps avec l'ancien président. Voilà, sa fille est venue voir. Autant on parlait de son père. Non, je pense que au Burkina, jusqu'à nos jours, j'ai pas vu qu'un spectacle a été saturé ou, comment on dit, bloqué à cause du thème non. Jusqu'à là, pour le moment, j'ai pas encore vu. Voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'interview de Monique Sawadogo ainsi que nos émissions sur notre site africaonair.com. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à liker, partager et commenter avec le hashtag Initiative Africa. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.